Bonjour les amis, alors notre partenaire de ce podcast est aujourd'hui l'Institut de naturopathie humaniste qui a été fondé par Odile Chabriac qui est praticienne depuis plus de 20 ans. Et cette école de naturopathie à taille humaine est destinée à former des naturopathes, des professionnels d'excellence. Les études, qui durent entre 9 mois et 2 ans selon les cursus, se font en petits groupes, en présentiel et ou en distanciel, ce qui est très pratique et très facile, l'accent étant mis sur la pratique et l'entraînement constant à la clinique. Une personne est dédiée à la supervision de chaque élève. Vous souhaitez compléter une formation de santé ou bien devenir naturopathe? Retrouvez vite cette formation de naturopathie conjuguant excellence et bienveillance sur le site de l'Institut de naturopathie humaniste www.inh.life. Bienvenue dans la saison 6 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Nos émotions sont-elles simplement dues à des interactions de neurones dans notre cerveau ? Peut-on vraiment reprogrammer notre cerveau ? Les neurosciences sont-elles la réponse à toutes les questions que l'on se pose sur notre comportement et notre identité ? Non, répond clairement mon invité, car si le cerveau est un organe fascinant, son immense complexité fait que nous sommes encore loin d'avoir compris son fonctionnement et ses secrets. Docteur en neurosciences et psychologue clinicien, mon invité aime partager ses connaissances en neurologie sur le cerveau et la cognition, et surtout, il invite à élargir le cadre conceptuel dans lequel les experts abordent le cerveau afin d'appréhender les problématiques humaines par le bon niveau d'approche. Son dernier livre, Neuromania, le vrai du faux sur notre cerveau, tout juste paru aux éditions Alary, vient dépoussiérer de nombreuses croyances concernant le fonctionnement du cerveau et nous fait découvrir pourquoi on ne peut pas expliquer nos comportements simplement par l'activité de nos neurones. Vous allez voir, c'est absolument passionnant. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui dans Métamorphose Albert Moukébert. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va. Ça dessine ? Ça gribouille. Ouais, je pensais que ça allait être un petit tour de magie pour commencer, moi, ce matin. On aurait pu. Ouais, c'est vrai. Ouais. Qu'est-ce que ça vous a apporté d'ailleurs, la magie ? Ça m'amuse. Ouais. Je cherche pas tout le temps, je sais pas, c'est un peu... Je cherche pas tout le temps que des trucs m'apportent des choses. Si quelque chose peut m'apporter genre un moment cool, c'est assez pour moi. Ouais. Comment est-ce que vous êtes passionné en fait pour les neurosciences ? Vous êtes tombé dans la marmite tout petit ? Ah non, pas du tout. Non. C'était presque par hasard. J'ai grandi au Liban, je suis d'origine libanaise. Et peut-être qu'il faut que je le dise, peut-être ça va encourager certains parents et certains étudiants. J'étais pas vraiment bon à l'école, genre j'étais même assez mauvais, on va dire. Et quand je suis arrivé au bac, je savais pas du tout ce que je veux faire. J'étais un peu geek, intéressé par l'informatique. Je me suis dit, je vais peut-être faire de l'informatique. Donc j'ai bossé avec un pote qui avait ouvert une boîte en sécurité de réseau informatique. Je n'aime pas trop ça. Et puis j'étais à l'université américaine de Beyrouth où on peut choisir des matières de différents départements. Et clairement, j'étais vraiment pas fait pour les matières de l'informatique. Genre j'aimais ça en tant que cadeau, mais je n'aimais pas du tout ça en tant qu'étude formelle. Et j'ai pris un jour un cours de psycho et j'avais soudainement de très bonnes notes. Et je me suis dit, ok, ça m'intéresse, je suis bon, je vais continuer. J'ai fait ma licence. Et j'avais une amie qui avait déménagé en France, qui m'a dit, pourquoi tu ne viens pas faire tes études supérieures ici, comme ça on traîne ensemble. Ouais. Je suis venu ici, j'ai fait mon master, et je faisais mon stage justement à la Pitié-Salpêtrière, où j'ai rencontré la personne qui deviendra mon directeur de thèse, donc le professeur Antoine Pellissolo, et qui m'a dit, tu t'y connais en informatique, tu t'y connais en biologie, tu t'y connais en psychologie, pourquoi est-ce que tu fais pas un master de neurosciences ? À l'époque, on venait de recevoir parmi les premiers casques de réalité virtuelle pour faire de la thérapie par réalité virtuelle, des trackers oculaires, etc. Et c'est vrai qu'en France, à cause de cette division dont je parle un peu dans le livre entre les matières scientifiques et les matières littéraires, etc., les psychologues sont de formation plutôt, on va dire, littéraire. Oui. Donc l'informatique, c'est pas trop leur truc, les maths non plus, la bio non plus. Dit, alors ça dépend des pays, cela dit. Hein. Oui, je parle vraiment en France. Oui. Moi, par exemple, l'université américaine de Beyrouth, la fac de psycho est dans la faculté, donc la fac est divisée en facultés, genre il y a la faculté
des ingénieurs, il y a la faculté de médecine, il y a la faculté de business, et la faculté où il y a la psycho, ça s'appelle la faculté des arts et des sciences. Donc les arts et les sciences sont une faculté, donc où il y a la philo, mais aussi la bio, la chimie, la psychologie, la sociologie, l'anthropologie. Tout ça, ça fait partie d'une seule faculté. Alors qu'en France, à la fac de psycho, on avait quasiment très peu de cours de neurologie, par exemple. Et en fac de neurosciences, quand je suis allé en la fac de neurosciences, il y avait très peu de cours de philo ou de culture. Alors qu'aujourd'hui, clairement, et c'est ce que j'essaie aussi d'expliquer dans le livre, c'est que ce qu'on a compris, c'est que pour comprendre comment on fonctionne en tant qu'humain, on va jamais s'en sortir par juste un seul niveau explicatif. C'est-à-dire, si par exemple, je sais pas, aujourd'hui, quelqu'un a envie de se lancer dans l'étude de l'émergence de la conscience. Alors, comment est-ce que la conscience émerge ? Il va se diriger vers les neurosciences ou vers les sciences cognitives ou vers la psychologie. Cette personne va avoir beaucoup de mal à avancer si elle n'est pas hyper calée aussi bien en philo qu'en statistique, qu'en imagerie cérébrale, qu'en biologie, ou en tout cas si elle ne travaille pas avec une équipe transdisciplinaire où elle va avoir des personnes qu'on considérait en France plutôt littéraires et des personnes d'un profil plutôt scientifique. C'est vraiment ce découpage matière littéraire, matière scientifique devient très 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 vite inopérant dès qu'on touche aux sciences du cerveau et de la psychologie. C'est juste pas possible. Ouais, vous militez d'ailleurs beaucoup pour ça, on va y revenir. Oui. Hein. Alors quand même, c'est bien la première fois un peu qu'un scientifique est un peu inquiet du trop grand intérêt du public pour son domaine de recherche. Oui. Neuromania, en fait. Pourquoi ce livre ? Vous aviez envie de remettre les pendules à l'heure. Alors il y a effectivement le fait de remettre un peu l'église, on va dire, au milieu du village, de redire ce que sont les choses, et en même temps, c'est aussi un projet un livre de recherche en fait sur le sujet où on apprend beaucoup de choses. Vous n'êtes pas là que pour dénoncer ce qui ne fonctionne pas avec les neurosciences, avec ce terme qui est trop utilisé. Oui, justement, ça peut paraître comme si c'est un livre de sorte de debunk des mythes autour du cerveau, mais c'est pas ce que je voulais juste faire. Évidemment, il y a des choses, mais je voulais utiliser quelque part l'excuse, et ça fait plaisir que ça se remarque, parce que quelque part au moins j'ai un peu réussi, mais je voulais utiliser l'excuse de corriger comment on parle du cerveau et ses neuromythes pour montrer toute la complexité, qui pour moi c'est ce qui nous rend intéressant, toute la complexité, sans que ça soit compliqué, des défis qui nous font face et qui a deux fonctions. La première, c'est de montrer combien les récits qu'on raconte sont simplistes et presque insultants pour moi, genre de dire qu'une émotion aussi complexe que l'amour, c'est juste de l'ocytocine, ou qu'une dépression résistante, c'est juste un déséquilibre du cerveau, ou qu'une personne est plutôt cerveau gauche, cerveau droit. Mais c'est aussi de montrer comment ça marche, pourquoi on n'est pas juste notre cerveau. Et les raisons de pourquoi j'écris ce livre, je dirais qu'il y en a 3 ou 4 principales. La première, c'est que les croyances qu'on a sur nous-mêmes sont ce qu'on appelle des croyances performatives, c'est-à-dire elles ont un impact. Si vous allez voir un médecin qui vous dit que votre douleur est psychosomatique, vous allez vous dire, c'est dans votre tête, vous allez vous sentir presque coupable de l'avoir, en disant, c'est quoi le problème ? Genre, le médecin me dit que j'ai rien, pourquoi est-ce que ma tête est en train de faire ça ? Si vous allez voir un conseiller ou une conseillère d'orientation qui vous dit, vous êtes plutôt cerveau gauche, créatif, alors que vous avez envie de faire des neurosciences, vous risquez d'abandonner le truc parce qu'on vous l'a dit. Donc, ces mensonges ou ces sursimplifications ont un impact réel sur les décisions qu'on prend. De dire, je sais pas, qu'une personne est en train d'exagérer sa douleur parce qu'on n'a pas pu l'objectiver, ça peut empoisonner une relation, etc. Donc la première chose, c'est que ça a des conséquences réelles. C'est pas genre comme si je voulais corriger les informations qu'on a sur les anneaux de Jupiter, de Saturne, pardon, qui sont très intéressants, mais qui ne sont pas en train d'impacter notre vie quotidienne. La deuxième, c'est que souvent, cette neuromanie, ces choses qu'on raconte sur le cerveau, ont une motivation derrière. Soit c'est une motivation mercantile, on veut vous vendre des choses, et j'estime que, en tant que neuroscientifique, c'est important pour moi qu'on n'utilise pas la discipline que je connais le mieux pour arnaquer un peu les gens. Soit idéologique. On va utiliser les neurosciences principalement pour individualiser des sujets qui sont plus complexes ou sociétaux. Je parle par exemple de dire qu'on fait rien face au climat à cause de notre striatum, ce qui invisibilise toutes les dimensions de lobby, où on dit qu'on est addict aux réseaux sociaux à cause de la dopamine, ce qui invisibilise le rôle des algorithmes, de tout plein d'architecture du choix. On en reviendra. Donc c'était aussi une raison idéologique, j'ai envie de dire. Et la dernière raison, c'est plus un combat personnel que j'ai déjà un peu évoqué, c'est que pour moi, c'est très important de changer l'image
qui s'est installé autour de c'est quoi la science sur les, on va dire, 10-15 dernières années. Moi, quand j'étais en train de grandir, quand j'étais petit, la science, les scientifiques, c'était un peu les fous de la société. C'était pas du tout cette image qu'on peut avoir aujourd'hui des personnes cartésiennes, rationnelles, qui n'ont pas d'imagination, qui n'ont pas d'émotion. Pour moi, la science, c'est être complètement fasciné et ému face au monde naturel et vouloir le comprendre. Et je voulais montrer par ce livre aussi on a l'impression, c'est comme si l'époque des grandes découvertes est révolue. On est un peu blasé par la science, comme si on a tout découvert, on maîtrise tout, on peut maîtriser genre tout et n'importe quoi, et que du coup c'est fini l'époque des Einstein, des Carl Sagan, qui sont en train, les grands pionniers, les grands découvreurs. Et je voulais montrer que non, pas du tout. On vient de mettre le pied sur une nouvelle terre inconnue, qui est peut-être un continent, qui est peut-être un univers, qui est peut-être une planète. Donc de dire en fait on a besoin de fascination, on a besoin d'émerveillement autour de la science, parce que c'est comme ça qu'on a créé la connaissance, et donc c'est aussi un appel de venez, il y a encore des tonnes de choses à découvrir qui sont vraiment très fascinantes, et c'est pour ça qu'il y a j'ai essayé de mettre pas mal de sujets dans le livre. Donc il y a la conscience, les liens entre émotion et raison, la douleur, la créativité un peu, les sujets sociétaux, le climat, la loi, et aujourd'hui la neuroloi, les réseaux sociaux, les addictions, les substances psychédéliques, etc. pour montrer que c'est vraiment un domaine encore très très vaste, il y a encore tellement de choses à découvrir, où on va avoir besoin de beaucoup d'imagination et pas juste de personnes qui savent faire des statistiques. C'est vrai que Carl Sagan, avec son Pale Blue Dot, ouais. c'est lui avait ce pouvoir de nous émerveiller et de nous faire prendre de la hauteur. Et justement, vous luttez contre cette forme de réductionnisme, en fait, aussi de la pensée. Pour moi, par exemple, Carl Sagan, malheureusement, il n'est pas très très connu, je trouve, en France, alors que je pense qu'il a été voté genre 2e ou 3e scientifique le plus influent du XXe siècle. Mais pour moi, je mets au défi quelqu'un qui peut me dire si Carl Sagan est un poète ou un scientifique. Oui. Comme Einstein, d'ailleurs. Comme Einstein, comme tous les... Einstein qui était capable de s'émerveiller de l'invisible qui s'invitait quelque part. Et pour moi, c'est ça la science. Pour moi, la science, un poète et un scientifique, ils font le même boulot. Hein. Ils sont émerveillés face à la beauté de la nature et ils veulent exprimer cette admiration de manière qui soit indéniable, alors qu'on le sait tous. J'ai pas besoin d'un poète pour comprendre qu'un coucher du soleil, c'est très beau. Mais il va l'exprimer de telle manière où je peux plus le nier, et j'ai pas besoin d'un physicien pour me dire c'est quoi la gravité. Mais il va l'exprimer avec une formule qui devient indéniable. La seule différence entre un poète et un scientifique, c'est que le scientifique, à un moment, il faut qu'il confronte son poème au réel, à travers les modèles théoriques, et un poète peut ne pas le faire. Oui, où sont les Théodore Monod et autres Exactement. scientifiques ? Voilà Albert, on va dire. Pas encore, mais j'espère. Vous êtes là. Alors, est-ce que vous pouvez... Alors, je reviens prosaïquement sur le démarrage du livre, mais quelles sont les 4 croyances un peu principales, erronées sur le cerveau ? Est-ce que je les recite ou vous voulez les reciter ? Comme vous voulez, allez, je vous laisse. Vous me laissez le faire ? Alors, que ce sera un organe responsable de notre identité, qui pilote notre corps, que nos capacités sont localisées dans le cerveau, vous me dites si je dis des bêtises, que le cerveau humain ne serait pas différent des autres animaux et que ses fonctions peuvent être mesurées et évaluées. Alors ça, c'est 4 croyances qu'on pourrait avoir sur le cerveau. Alors, certaines sont fausses et certaines sont une sursimplification. Par exemple, on a des réseaux cérébraux qui sont localisés dans le sens où on a certains neurones qui font certaines fonctions, mais ça ne veut pas dire qu'on a une zone qui fait quelque chose. C'est-à-dire, par exemple, pendant longtemps, je sais pas, on pensait que l'aire de Broca était responsable du langage. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le cas. L'aire de Broca fait partie d'un réseau plus éclaté qui s'occupe du langage, et surtout, les neurones de l'aire de Broca s'occupent aussi d'autres choses. C'est-à-dire, c'est un peu comme une analogie qui n'est pas top, mais qui marche assez bien. C'est comme si on peut imaginer que le cerveau, c'est comme un piano. Une note peut faire partie de plein d'accords, peut être parfois utilisée et parfois pas, mais elle n'est pas juste un seul truc. Elle peut faire partie d'un ensemble de plein de trucs, et surtout une note seule, ça ne fait pas grand-chose. C'est rare qu'on joue une note. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire on a des circuits cérébraux qui sont en train d'être impliqués dans plein de fonctions. Un même circuit peut être responsable de plein de fonctions, et une même fonction peut être médiée par plein de circuits différents. Ça s'appelle la redondance, et on la retrouve partout dans la nature. Donc, cette idée que la peur serait dans l'amygdale, que la vision serait là-dedans, oui, effectivement, elle est fausse, mais ça ne veut pas dire non plus que tous les neurones font tout et n'importe quoi. Il y a une sorte de spécificité qu'on ne comprend pas encore très bien. Je cite le cas, par exemple, d'un homme français, d'ailleurs, qui a 40 ou 50 ans, a eu des douleurs à la jambe, etc. Il va aller faire une IRM, on découvre qu'il a, je pense que c'était 60-70% de son cerveau qui n'est pas là.
Il a juste pas le cerveau s'est rempli de liquide et de vide, et son cortex a été poussé jusqu'au bout. Et on ne sait pas depuis quand. C'est probablement depuis sa naissance. Donc on voit combien le cerveau est plus dynamique et adaptatif que de dire, un peu comme un ordinateur, que ça c'est la carte son, ça c'est la carte graphique, ça c'est le processeur, ça c'est le disque dur, etc. Donc ça c'est... Effectivement. Le deuxième, c'est est-ce que c'est mon cerveau qui est l'identité de mon self? Là aussi, le cerveau est évidemment nécessaire, mais aujourd'hui, on pense que le self, il n'est pas juste médié par le cerveau. C'est-à-dire, le cerveau, c'est comme si c'est... Alors, le self, peut-être le redéfinir. L'identité, qui je suis. Le soi. Le soi, oui, si on veut, le soi. En sachant que j'ai plusieurs selfs, j'ai plusieurs soi. Il y a toute une science. Là aussi, je parle de cette idée intuitive de... je vais vous aider à découvrir qui vous êtes vraiment. Il n'y a pas vraiment qui vous êtes vraiment. On est multiples. Il y a toute une science qui étudie comment on switch de self. Comment on est en train de se parler maintenant, c'est un tout petit peu différent de comment on se parlait juste avant de commencer l'enregistrement. Parce qu'on n'est pas juste médié par nos cerveaux, alors que mon cerveau n'a pas changé, ni le vôtre. Ce qui a changé, c'est le contexte. Et donc, aujourd'hui, on pense que notre identité, évidemment, son siège pourrait être le cerveau, mais elle est impliquée dans l'état de mon corps. Est-ce que je suis fatigué ou pas? Est-ce que j'ai des douleurs chroniques? Et mon contexte. On est dans un podcast versus on est en train d'en parler à une soirée parce qu'on a des amis en commun. Et vous m'avez demandé qu'est-ce que tu fais dans la vie et je vous ai expliqué tout ça. Et donc on parle de cognition incarnée. Et donc, oui, le cerveau n'est plus une sorte de chef d'orchestre. Alors, retenez ce mot, hein, oui, parce que cognition incarnée, ça c'est très important. On va revenir pas mal, je pense, dessus. C'est une des idées centrales qui est dans le livre, mais là aussi, je voulais pas faire un livre sur la cognition incarnée. Je me suis dit, je vais prendre une sorte d'excuse de ces croyances qu'on a sur le cerveau pour introduire des concepts que je trouve assez intéressants. Et donc, oui, notre cerveau, on le pense plus comme une sorte de chef d'orchestre en surplomb, dans une citadelle coupée, qui est juste en train de recevoir de l'information et de donner les ordres, mais que c'est un organe, on considère aujourd'hui le cerveau un organe d'interrelation. C'est comme si c'est le centre d'intégration de toutes ces choses, qui a un rôle assez central, mais qui seul ne suffit pas à produire tout ce qu'on a vu. Après, sur les mesures, là aussi, c'est très incertain, dans le sens où il y a des choses qu'on arrive à mesurer, avec les EEG, avec les IRM. Il y a des choses que clairement on n'arrive pas à mesurer, certaines pour des limitations techniques, genre nos IRM ne sont pas encore assez bonnes au niveau de la résolution, etc. Et d'autres pour des raisons conceptuelles. Par exemple, je parle dans le livre d'un problème qu'on appelle le problème difficile de la conscience, qui a été développé par un philosophe de l'esprit qui s'appelle David Chalmers, et qui explique qu'on ne pourra jamais mesurer, par exemple, la phénoménologie, la subjectivité d'une personne. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau du narrateur de Proust quand il mange la madeleine de son enfance? C'est une expérience unique à lui, on ne pourra jamais la mesurer. D'ailleurs, c'est là où on peut arriver au 4e point, le dernier point, sur la similitude entre nos cerveaux et les cerveaux des animaux. Évidemment, l'anatomie comparative est hyper importante et nos cerveaux sont relativement assez identiques. La différence principale, c'est que vu qu'on n'a pas un langage ou un outil de communication entre nous et les animaux, je ne pourrais jamais savoir, même si imaginez que demain, on fait une expérience de pensée, et demain on a compris tout ce qu'il y a à comprendre sur le fonctionnement d'une chauve-souris. Je dis chauve-souris parce que cette expérience de pensée a été pensée par là aussi un philosophe de l'esprit qui s'appelle Thomas Nagel, qui l'a écrit en 1974, et le titre en anglais c'est « What is it like to be a bat ?» C'est comment être une chauve-souris. Et dans son article, qui est vraiment un papier fondamental des sciences cognitives, il dit, imaginez que dans le futur, on a des machines qui peuvent tout mesurer. Et donc, on a compris tout ce qu'il y a à comprendre sur la chauve-souris. On sait exactement chaque neurone y fait quoi, la chimie de leur cerveau, comment ils se localisent, leurs ailes, tout ce qu'il y a à savoir sur les chauves-souris, on les connaît. Ça ne nous dira rien sur c'est comment, l'expérience phénoménologique de vie, c'est comment être une chauve-souris. Et ça, c'est des choses qu'on ne sait pas encore mesurer, à part poser la question. Comment tu te sens? Et donc, ça crée une sorte de limite à l'expérimentation humain-animaux. Même humain-humain, d'ailleurs. Même humain-humain. Et ça, c'est la question, le fameux que je pense tout le monde connaît. Est-ce que le vert que tu vois est le même vert que moi je vois? Et en anglais, on dit « the redness of red ». C'est-à-dire, il y a une sensation qu'on ressent quand on voit une couleur ou quelque chose de rouge qui est unique à moi, alors que pour faire des mesures, par exemple en IRM, les mesures IRM dépendent de la puissance du nombre. C'est-à-dire, on va prendre 30 participants, 50 participants, 100 participants. Mais où est-ce que je vais trouver 100 participants qui ont la même expérience phénoménologique quand ils mangent la madeleine de leur grand-mère? C'est juste pas possible. Et donc, effectivement, il y a certains philosophes qui pensent qu'on ne pourrait pas tout mesurer. Et donc, il y a de nouvelles méthodes scientifiques à développer qui sont des méthodes
d'évaluation de la subjectivité. C'est-à-dire, on est très bon à créer de la science de l'objectivité, essayer d'objectiver des choses, mais aujourd'hui, on est face à une sorte d'impasse méthodologique. Comment est-ce qu'on va développer une science de la subjectivité qui ne dépend pas juste de la puissance statistique? Et on ne sait pas. Et c'est ça qui est excitant, je trouve, dans mon métier. D'ailleurs, dans votre livre, on le publiera peut-être, il y a cette cartographie, je crois que c'est Luis Pessoa, non, Ouais. de l'Université du Montana. Oui. Je ne sais pas s'il est au Montana encore, mais c'est Luis Pessoa, ouais. Il est quoi? Il est psychiatre? Il est non, il est neurologue, il est chercheur en sciences cognitives. Chercheur en sciences cognitives. Et donc, on voit vraiment toutes ces interactions, ces corrélations qui restent encore mystérieuses, en fait, entre tous les différents centres du cerveau. Oui, en fait, Luis Pessoa, qui a écrit un livre qui s'appelle The Entangled Brain, le cerveau imbriqué, et qui explique que on ne peut pas vraiment séparer. Il a écrit un super livre que je reprends et que j'utilise pas mal dans mon livre, mais qui est un peu plus technique, qui s'appelle The Rational Emotional Brain, qu'il faut un peu se connaître un peu plus. C'est pas grand public du tout, Ouais. C'est vraiment un livre académique, où il montre que, par exemple, l'opposition rationalité-émotion est complètement caduque et ne fonctionne pas du tout, et qu'on ne pourra jamais comprendre ces deux fonctions si on continue à les séparer comme ça. Et donc, l'image que j'ai utilisée dans le livre, qu'on pourra peut-être poster effectivement, c'est que beaucoup de gens disent l'amygdale, c'est le centre de la peur, c'est votre amygdale, c'est votre amygdale. Oui, l'amygdale est une structure très centrale dans nos émotions et dans l'apport, mais surtout, l'amygdale est une structure centrale dans tout. On ne parle pas des amygdales, on est non, d'accord. on parle des amygdales dans le cerveau. Ouais, C'est pas les amygdales dans la gorge, on a des amygdales aussi dans le cerveau qui ressemblent un peu à des amantes, c'est pour ça qu'on les appelle des amygdales. Et Luis Pessoa, il a créé une sorte de carte de connectivité, on appelle ça des connectomes, pour montrer tous les signaux que l'amygdale reçoit et envoie. Et dans sa figure, il montre que l'amygdale est connectée à, je pense, 27 des 32 zones, réseaux neuronaux connus du cerveau, et qu'elle est imbriquée vraiment dans tout. C'est juste qu'on décide comme ça de dire c'est juste la peur. Mais en fait, le système limbique dans lequel est inclus l'amygdale est connecté à tout, et en fait tout le cerveau doit être pris vraiment comme un tout. Cette approche de vouloir découper en petits morceaux, on appelle ça le réductionnisme, oui. est très utile, mais est en train de montrer ses limites dans la recherche aujourd'hui. Et donc, on a besoin de trouver une autre manière de faire. Alors justement, pourquoi ces théories un peu réductionnistes, qui nous venaient aussi de cette vision un peu de Descartes, on la dent dure, on la vie dure, et sont encore très prégnantes finalement dans nos modes de raisonnement aujourd'hui, notamment cette dichotomie aussi cerveau droit, cerveau gauche, et la localisation. Alors, le réductionnisme a la vie dure pour une raison très simple, c'est qu'il a fonctionné, tout simplement. C'est ce qui nous a permis de comprendre plein de choses qu'on n'arrivait pas à comprendre avant, que ce soit en physique, en chimie ou en neurosciences. C'est le réductionnisme qui nous a permis de trouver comment fonctionne un neurone, les potentiels d'action, les synapses, etc. C'est le réductionnisme qui nous a permis de comprendre comment fonctionnent les atomes, la physique, tout. Qui est une sorte de cartographie, de découpage, en fait. Oui, en gros, c'est le réductionnisme. Il dit, si vous voulez comprendre quelque chose de complexe, il faut prendre les tout petits morceaux, comprendre comment les petits bouts fonctionnent, puis les remettre ensemble, et vous allez comprendre la totale. C'est ce qu'on a fait pour le moteur à vapeur, pour plein de choses. Et c'est ce qu'on fait encore dans notre médecine aujourd'hui, en ayant des spécialistes par domaine. Et c'est ce qu'on fait encore dans la médecine. C'est juste qu'aujourd'hui, on est face à un sujet d'étude, nous, où le réductionnisme semble être en train d'atteindre ses limites, parce que, justement, il y a un concept qu'on appelle les propriétés émergentes. Il y a certains systèmes complexes, on appelle ça des systèmes complexes, qui ont des propriétés qui n'apparaissent que quand on les remet ensemble. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, les embouteillages. Si on veut étudier les embouteillages, imaginez qu'on découpe l'embouteillage en petits morceaux, et donc on prend le bloc unitaire des embouteillages qui est la voiture. Eh bien, il n'y a pas d'embouteillage dans une voiture. Il faut mettre toutes les voitures ensemble pour pouvoir étudier l'embouteillage, parce qu'il n'est pas dans une voiture. L'exemple que je donne dans le livre, qui est un peu plus imagé et qui me fait un peu plus marrer, c'est des scientifiques. Et là aussi, tout le temps, en filigrane, j'essaye de garder les 4 axes dont on a parlé, l'émerveillement, etc., etc. Il y a des scientifiques qui ont imaginé que si on était aussi petit qu'une molécule ou qu'un atome, et vous tombez nez à nez avec une molécule de H2O, une molécule d'eau. Est-ce que cette molécule d'eau vous mouille si vous la touchez? Et ils ont découvert, pour la faire un peu courte, ils ont découvert que pas du tout, que la propriété mouillage de l'eau émerge quand on met 6 molécules d'eau ensemble. En dessous de 6 molécules d'eau, ça mouille pas. Et donc si on veut comprendre pourquoi l'eau mouille,
Ça sert à rien d'étudier une molécule d'eau, vu qu'une molécule d'eau ne mouille pas, il faut au moins 6. Et donc, dans ce cas-là, l'approche réductionniste ne fonctionne plus parce qu'il y a ces propriétés émergentes. De la même manière, si on veut comprendre comment fonctionne une voiture, ça sert à rien d'aller étudier les atomes de fer qui sont dans la carrosserie. C'est pas le bon niveau explicatif. Oui. Donc, l'idée que je propose dans le livre, c'est de dire, en fait, quand on veut penser à un sujet, la première chose à se demander, c'est quel est le bon niveau explicatif pour ce sujet. Et donc, si moi, je veux étudier les émotions, en fait, étudier juste les neurones, c'est pas le bon niveau explicatif, parce que dans les neurones, il n'y a pas vraiment d'émotions. Il faut les mettre ensemble. Donc l'approche réductionniste a été très très utile. On va dire que c'était le défi du 19e et 20e siècle dans les sciences humaines, ou en tout cas dans les sciences qui étudient les humains. Mais aujourd'hui, le défi devient comment est-ce qu'on remet tous ces petits bouts ensemble et qu'on comprend comment ils fonctionnent ensemble. Et quand je dis ensemble, c'est pas juste les neurones, c'est le cerveau dans un corps, dans un contexte. Parce que le cerveau a cette particularité d'être un organe dépendant du contexte. C'est-à-dire, il change selon où est-ce qu'on se trouve. Contrairement à d'autres organes. Si, je sais pas, vous avez un reflux acide, vous prenez un antiacide, que vous le preniez ici, dans un métro, dans un avion ou chez vous, ça va fonctionner kiff-kiff pareil. Mais si vous prenez une substance psychoactive, je sais pas, vous prenez de la LSD, si on prend de la LSD ici dans le studio, on prend de la LSD dans une forêt, et on prend de la LSD avec des gens qu'on connaît pas, l'effet va être complètement différent. Parce que c'est dépendant du contexte. C'est set and setting. Hein. Set and setting, exactement. Ouais, c'est hyper intéressant. Hein. Exactement. Ouais. Donc le set and setting, c'est pour mindset, dans quel état d'esprit je me trouve, et setting, le contexte. Si on veut étudier les psychédéliques, on ne peut pas donner à des gens du LSD ou de la psilocybine et les mettre dans une machine IRM dans un hôpital. Parce que le setting, il est complètement foutu. Oui. Donc comment est-ce qu'on va étudier l'humain dans son environnement naturel ? On ne peut pas faire de groupe placebo si on est en train de faire des études sur les psychédéliques. Si vous êtes dans le groupe placebo, donc vous prenez un placebo et moi j'ai une dose psychoactive de champignons hallucinogènes, on va très vite savoir qui est dans le groupe placebo et qui ne l'est pas. Et donc il y a toute cette nouvelle méthodologie phénoménologique, subjective, incarnée, à développer si on veut commencer à construire surtout les progrès qui ont été possibles grâce au réductionnisme. Mais maintenant, c'est un autre défi qui s'ouvre à nous et on ne sait pas encore trop sur plein de sujets comme par où commencer, comment faire. Je pense à mon ami médecin psychiatre à Lausanne, puisqu'en Suisse, en fait, les substances psychédéliques sont autorisées dans un cadre médical et qui fait des expériences, qui est aussi un psychiatre musicien. Il s'appelle Vincent Lioda. Il va donner une conférence sur ce sujet très bientôt en Suisse, où il fait des expériences autour de la musique. Des expériences de guérison avec des patients où il les conduit avec les substances et avec la musique. Donc là, le set and setting, il est très particulier en effet. La raison pourquoi on n'a pas ça en France, c'est parce que dans les années 50, un psychiatre de Sainte-Anne, je pense qu'il s'appelait Jean Delay, a testé des thérapies par LSD, sauf qu'il a pris, je pense que c'était 30 ou 40 femmes, qu'il a mis dans une pièce complètement vide, avec de la lumière blanche au niveau maximum. Il leur a donné de la LSD, il est parti. Et 2 heures plus tard, il est revenu, il a vu qu'elles étaient pas bien, ce qui est complètement normal. Et il a dit, ce truc ne marche pas. Et donc, il a complètement oublié et omis et pas pris en compte le set and setting, alors que d'autres chercheurs, d'autres psychiatres, d'autres neurologues, d'autres neuroscientifiques le faisaient et donc ont vu que non, on peut faire d'autres choses. Après, est-ce que ça va marcher, ces nouvelles thérapies par psychédéliques ? On n'en sait rien, mais au moins maintenant, on est en train de les tester dans un environnement qui est plus convenable pour les tester. C'est vrai qu'en lisant votre livre, c'est génial parce que ça m'a donné complètement une autre vision du cerveau, comme si m'était apparue une forme, vous allez faire ma thérapie, mais de quelque chose de très malléable. Et j'ai pensé forcément à Damasio, je ne sais pas si vous le citez énormément dans vos recherches, mais qui parle de cette homéostasie, de ceux qui cherchent en permanence en fait un certain équilibre, dont on ne dira pas s'il est bon ou il est mauvais, finalement, mais qui cherchent cette homéostasie. Alors, l'homéostasie est un principe assez fondamental de nos organismes. Donc, évidemment qu'on est en train de chercher l'homéostasie. Après, on revient à ce niveau, le bon niveau explicatif. Est-ce que je cherche une homéostasie cognitive ? Donc, je vais éviter les dissonances, me retrouver en consonance. Une homéostasie émotionnelle, de ne pas avoir de tension intérieure. Une homéostasie cellulaire et tissulaire ou organismique, par exemple, d'être tout le temps autour de 37 degrés de température corporelle. C'est aussi du travail d'homéostasie. C'est pour ça qu'on va suer ou qu'on va avoir nos vaisseaux qui se constrictent, etc. Et donc, l'homéostasie est un des grands facteurs, on va dire, qui dirige le vivant. Oui. Le vivant, oui.
Alors, cerveau droit, cerveau gauche, est-ce qu'on peut le débunker? Parce qu'on en a parlé, mais finalement... Le cerveau gauche, cerveau droit, donc oui, il y a quelques mythes on veut vraiment les enterrer et on n'y arrive plus. Je sais pas pourquoi, je reviendrai au cerveau gauche, cerveau droit, mais il y en a un autre aussi, les fameux 10% du cerveau. Vous n'utilisez pas 10% de votre cerveau, je suis vraiment désolé. Il y a des films qui a popularisé ça. Il y a même ça. des films genre Lucy, Limitless, etc. Le cerveau gauche, cerveau droit, c'est un autre mythe qui là aussi est performatif. C'est-à-dire, une idée performative, c'est une idée qui a une incidence significative sur notre fonctionnement. Si par exemple là j'ai un verre d'eau, on le voit pas, mais j'ai un verre d'eau, si je dis il est cool ce verre, et vous me dites bah oui, il est pas fait de verre, en fait c'est un nouveau composite supersonique, ça va pas, je vais trouver ça intéressant une seconde, mais je vais boire de la même manière, je vais le poser à côté de moi de la même manière. Mais si vous me dites en fait je vais te faire passer un test qui va te dire quels sont tes points forts, et que tes points forts c'est genre l'imagination et pas du tout les sciences, c'est performatif. Je vais commencer, je sais pas, je suis en train de regarder un film ou un documentaire sur les maths, je vais dire oula, ça c'est pas pour moi je suis plutôt cerveau gauche ou cerveau droit. Alors que c'est vraiment un non-sens total. Total. Autant donc ça a un impact réel. Ça a un impact réel, alors que c'est un mensonge complet. C'est-à-dire, autant il y a certaines choses dans le livre que j'essaye de démêler qui sont des sortes de sursimplifications ou qui ont besoin d'un peu de nuance, autant là, on est vraiment sur du truc, vraiment du mensonge de très haut niveau. On n'a aucune raison, d'avoir nos fonctions créatives d'un côté et analytiques de l'autre, parce que la majorité de nos tâches sont les deux. Genre, vous faites des podcasts. Est-ce que pour faire un podcast, on a besoin d'être créatif ou analytique? Il faut les deux. Il faut une sorte d'analyse, etc., pour ne pas dépasser l'heure, pour pouvoir gérer le truc, pour que ça parte pas dans tous les sens. Comme les psys, quoi. Ouais. Comme les psys. Il faut aussi de la créativité pour penser à des questions intéressantes, pour savoir comment faire ressortir de l'invité des points qui vont intéresser les personnes qui nous écoutent, etc., etc. Un peintre qui peint quelque chose, je sais pas, Archimboldo, la dernière fois j'étais à la radio et on m'a donné cet exemple, je trouve qu'il est vraiment très bon, qui dessine des visages avec des fruits. Est-ce que c'est de la créativité ou des trucs analytiques? Il a besoin de comprendre la perspective, la taille, agencer, préparer, et après il peut se lancer. Et surtout d'un point de vue même de l'évolution, ça n'a aucune raison. Imaginez que j'ai un AVC massif dans mon hémisphère gauche, je commence à parler en mathématiques, ou dans mon hémisphère droit, je commence à parler juste en vers et en prose. C'est vraiment des découpages qui sont là, en fait, pour faire de l'argent. Vraiment, il n'y a pas 1000 autres manières d'expliquer ça. La majorité du temps, quand quelqu'un vous parle de cerveau gauche, cerveau droit, c'est que derrière, soit il veut vous donner un test, soit il va vous aider à mieux comprendre qui vous êtes, etc., etc. Vous allez rarement avoir quelqu'un qui vous parle de cerveau gauche, cerveau droit et s'arrête là. Soit c'est une personne qui a payé de l'argent pour faire le test et qui vous parle d'elle-même, qui vous dit moi, tu sais, je suis plutôt cerveau gauche. C'est un peu la même chose avec les tests de personnalité en entreprise, dont je parle aussi, c'est MBTI, etc. Leur but, c'est plus de donner une illusion de compréhension qui est hyper pauvre, hyper réductrice, même pas réductionniste dans ce cas-là, elle est vraiment juste réductrice, et fallacieuse. Et c'est dommage, on vaut mieux que ça. En fait, ce qui vous gêne, c'est l'impact négatif surtout que ça peut avoir sur les gens, c'est-à-dire de croire, parce que ça entraîne un biais de croyance sur un sujet. Exactement. Comme vous, quand vous étiez jeune, vous disiez j'étais nul en classe, voilà. Est-ce que peut-être on vous avait mis dans la tête que, ou alors en fait vous étiez surdoué et que vous n'étiez pas adapté au système scolaire et que si on vous avait pris autrement, votre évolution ou peut-être que si un prof m'avait dit, je sais pas, avait pris 5 minutes pour m'expliquer quelque chose et j'avais eu une bonne note, ça aurait changé mon approche de moi, et peut-être que j'aurais fait complètement d'autres choix de carrière. Il y a plein de micro-moments comme ça qu'on ne peut pas contrôler, mais quand c'est organisé et designé sur une croyance fausse, on a un peu, je trouve, presque le devoir d'aller la corriger. C'est-à-dire... et surtout que ça fait 10, 15, 20, 25 ans qu'on est en train d'expliquer que ce truc est un mythe, et qu'il y a des gens qui continuent et qui persistent avec des rationalisations qui sont un peu bidons, en mode « oui, on sait que c'est pas vrai, mais ça amuse. Oui, mais c'est un exercice qui permet de se révéler. » Oui, mais derrière, ça a une conséquence. Et je m'en fous un peu si ça n'a pas une conséquence sur tout le monde. C'est un peu comme les horoscopes. C'est-à-dire, beaucoup de gens disent « les horoscopes, on s'en fout. » Et peut-être que pour la majorité des gens, on pourrait s'en foutre. Mais il y a certaines personnes pour qui ça a un impact. Et donc, c'est important de prendre en compte l'effet néfaste que ça peut avoir. Un effet néfaste dans la prise de décision, un effet néfaste d'un point de vue financier pour des personnes qui sont souvent dans des situations précaires ou dans des situations de détresse, et sur qui on va aller leur dire, on va vous identifier quel est votre cerveau dominant, puis vous faire des formations pour que vous puissiez renforcer votre cerveau qui est plutôt plus faible, comme ça vous êtes mieux équilibré, et c'est vraiment une sorte
de course sans fin. C'est un peu comme je le dis dans le livre, c'est un peu comme courir derrière sa propre queue. On devient des gens qui essayent juste de mieux se comprendre, alors que on est en train de s'éloigner de qui on est. Et pour autant, est-ce que la connaissance de soi, le fameux « connais-toi toi-même » inscrit sur le fronton de Delphes, est intéressant d'une connaissance de soi, de mieux se percevoir, justement? Oui, je pense que c'est important de mieux se connaître, mais mieux se connaître, c'est pas se réduire à une couleur ou à 4 lettres ou à un trait. Mieux se connaître, c'est aussi écouter les gens autour de nous qui nous connaissent. C'est aussi très, très absurde de juste se connaître soi-même. Genre, connais-toi toi-même, c'est un adage, etc. Mais c'est aussi, si tu veux vraiment te connaître toi-même, tu dois aussi demander aux gens qui te connaissent qu'est-ce qu'ils en parlent, qu'est-ce qu'ils en pensent. Parce que imaginez que moi, je suis le mec le plus arrogant au monde. Je me dis, ok, connais-toi toi-même, je commence à faire mon introspection. Et tu connaîtras l'univers et les dieux, d'ailleurs, il y a une suite. Oui, mais c'est encore une fois, c'est un peu désincarné. Oui. Parce que, imaginez que je suis... Souvent, quand on parle de ces choses, des tests de personnalité, de tout ça, on oublie qu'il y a des gens qui ont des traits de personnalité qui sont pas agréables ni souhaitables. Imaginez que je suis un mec arrogant, toxique, terrible, horrible, et je me dis, je vais me connaître moi-même. Par définition, si je suis arrogant, je vais imaginer que je suis un mec super. Mais en fait, je ne le suis pas. Les gens autour de moi sont unanimes que je suis insupportable. Comment est-ce que j'arrive à savoir ça si c'est un développement de la personne par la personne elle-même? C'est une sorte de raisonnement circulaire. Si une personne toxique ou perverse ou égoïste passe à un MBTI, le MBTI leur dira jamais qu'ils sont une mauvaise personne. Le MBTI va leur dire « Ah, vous êtes quelqu'un d'excellent, qui cherche la perfection, etc. » Il n'y a que des trucs positifs, genre c'est 70-80% de trucs positifs. On ne va pas chercher seulement derrière ça, par exemple. Enfin, moi, je connais mal pas le MBTI, mais est-ce qu'on ne va pas chercher une blessure sous-jacente? Parce que souvent, par exemple, une arrogance pourrait révéler, vous qui êtes psychologue clinicien, quelqu'un qui s'est construit, qui a une Oui, mais une qui va dire à la personne arrogante qu'elle est arrogante? Oui. Si elle le pense elle-même, par définition, on ne le sait pas. C'est comme une personne paranoïaque ne sait pas qu'elle est paranoïaque. On appelle ça l'anosognosie. L'anosognosie, c'est un trait clinique de certaines pathologies, de certains traits, où la personne ignore qu'elle l'est. Donc, par exemple, on ne peut pas savoir qu'on est Alzheimer quand c'est avancé. Oui. Mais l'arrogance n'est pas une pathologie véritablement. Non, mais il y a certains traits de personnalité qui sont plus difficiles à percevoir par la personne elle-même. Oui. On parle de l'arrogance, mais on peut prendre d'autres facteurs. Par exemple, une mauvaise estime de soi. Une personne qui a une très mauvaise estime d'elle-même, elle est convaincue qu'elle est nulle. Alors que plein de fois, elle ne l'est pas. Une personne qui a un syndrome de l'imposteur, etc. C'est pas juste l'arrogance, mais il y a certains traits qui ont des tendances plutôt anosognosiques, c'est-à-dire on ne peut pas savoir qu'on les a, et d'autres traits qu'on peut savoir très vite. Si vous êtes stressé, vous pouvez le réaliser très vite. Genre, je sens une boule au ventre, je sens que ça va pas. Si je suis déprimé, je peux le sentir. Je sens que je suis d'humeur triste, que je dors beaucoup, que je pleure pour aucune raison, etc. Mais certains moments, non. Et c'est là où on ne peut pas penser l'humain juste par l'individu. J'ai besoin des autres. J'ai besoin que quelqu'un qui vienne et qui me dise « Albert, là, tu as déconné. » Et j'ai besoin d'avoir la présence d'esprit nécessaire pour me dire « Cette personne, je sais qu'elle me veut du bien. Et si elle le dit, je vais l'écouter à elle et pas m'écouter moi-même. » Et c'est comme ça qu'on avance. Pour moi, une citation que j'aime beaucoup, c'est « Réfléchir, c'est une manière élégante de dire changer d'avis. » Et on ne change pas d'avis juste seul comme ça dans un vide sidéral où je me dis je suis plutôt cerveau gauche donc c'est pas pour moi ce truc, je suis plutôt cerveau droit, ou je suis plutôt comme ci, je suis plutôt comme ça. On est des êtres d'interrelation. On peut pas juste nous couper des autres et me dire moi je vais résoudre des problèmes de gestion du stress en entreprise en mettant des cours de yoga tout le monde le matin. C'est des solutions faciles qui me permettent de déculpabiliser et voire de me déresponsabiliser pour des sujets qui sont beaucoup plus systémiques, qui sont beaucoup plus complexes. Et puis, le but avoué est en fait non avoué est la performance. Oui, c'est tout le temps dans une quête améliorative de l'humain. On veut tout le temps améliorer. Je veux être plus efficace, moins d'émotions négatives, aller tout le temps bien. C'est vraiment ce truc de dictature du bonheur ou dictature de l'efficience. Comment est-ce qu'on va rentabiliser chaque minute de notre journée? Je vais couper les personnes toxiques de ma vie. Et parfois, c'est bien de couper les personnes toxiques. Mais si c'est ma meilleure amie qui est déprimée parce qu'elle vient de se faire larguer, c'est sympa de l'aider, quoi. C'est sympa de l'aider et pas de lui dire j'ai pas de place pour ta négativité maintenant. Ouais, parce qu'on revient sur un monde où c'est moi, mon besoin. Ouais. Mais en fait, l'autre est un autre jeu. On revient là-dessus. Exactement. J'existe. C'est moi. Et dans la neuromanie, c'est mon cerveau. Ce n'est même plus moi. C'est encore plus
réductionniste, c'est mon cerveau. C'est ma sérotonine, c'est ma dopamine, c'est mon striatum, c'est mon cerveau gauche, c'est mon cerveau droit, c'est mon cerveau reptilien, c'est ma douleur psychosomatique, etc. Non, alors justement, sur le cerveau reptilien, on peut en parler. C'est la même chose que le cerveau gauche, cerveau droit. C'est juste que quelqu'un s'est dit, 2 cerveaux, c'est vraiment bête, on va en faire 3. À la base, c'est un vrai scientifique qui a développé. Contrairement au cerveau gauche, cerveau droit, qui vient vraiment de nulle part, quelque part. De nulle part, quelque part, c'est pas mal, ça. Ouais, ça vient d'expériences de latéralisation, mais qui n'a pas été développé par les auteurs de ces expériences, qui a été développé par vraiment d'autres gens qui n'avaient rien compris au truc initial. Alors que le cerveau reptilien, non, c'est développé par un chercheur qui s'appelle MacLean, qui a proposé dans un article de recherche, validé, publié, ce qu'on appelle l'organisation triunique du cerveau, où il dit le cerveau s'est développé un peu comme une sorte de couche en strates, un cerveau reptilien plus ancien, un cerveau mammalien et un complexe néo-mammalien, et chacun est responsable de fonctions de plus en plus primitives. Sauf que quand on est allé regarder le cerveau, on réalise très vite que ça marche pas du tout comme ça. Non seulement ça marche pas du tout comme ça, on revient à cette performativité où dans ce cas-là, c'est même les chercheurs qui ont été influencés, pas juste le grand public. Parce que quand on a apposé à certaines zones du cerveau que ça c'est le reptilien, donc ça s'occupe un peu des instincts, et le cortex s'occupe un peu plus de tout ce qui est raisonnement, des fonctions plus supérieures, les chercheurs, ça a orienté leur recherche. Ils sont allés chercher le raisonnement juste dans le cortex préfrontal, en se disant que les autres structures du cerveau probablement ne font rien. Et là, aujourd'hui, on est en train de découvrir qu'il y a certaines cognitions qui sont en train de toute évidence d'avoir lieu, par exemple, dans le cervelet, qui est vraiment une structure assez basique du cerveau, qu'on avait délaissée, en mode c'est sûr que dans le cervelet, il n'y aurait pas de cognition. Et donc, on est en train de revoir cette sursimplification, en tout cas ces découpages, en se disant non, en fait, le cerveau est beaucoup plus imbriqué, on revient à Luis Pessoa, beaucoup plus imbriqué, beaucoup plus entangled, comme il dit, où on ne peut pas vraiment se dire, ok, cette zone, ce cerveau entier, le reptilien, il fait ci, et le truc, il fait ça. Et il faut aussi savoir qu'il y a une sorte de tour de passe-passe qui a eu lieu. Pendant longtemps, on avait le corps et l'âme, le corps et l'esprit. Et on va dire, les sociétés occidentales, la majorité, on va dire, ont abandonné ce dualisme corps-esprit. On est beaucoup plus matérialiste aujourd'hui. Sauf que, au lieu d'explorer comment la matière, comment est-ce que des atomes... Parce qu'au final, c'est ça. Dans le cerveau, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas de raisonnement. Il y a des neurones qui sont en train d'avoir une activité électrochimique. La question devient comment est-ce que cette matière inerte, comme des atomes de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, peut s'organiser d'une certaine manière et faire émerger la conscience. Au lieu de faire ce travail vraiment fascinant, complètement fou, on a juste remplacé l'âme par le cerveau. C'est devenu le corps et le cerveau, comme si le cerveau a pris le totem de l'esprit pour le remplacer, et on le pense de manière aussi immatérielle que ce qu'on pensait l'âme. Et moi, ce que je suis en train d'essayer de dire, c'est de dire non, en fait. Soit on accepte l'âme, et les gens qui veulent accepter l'âme, je les respecte, c'est leur choix. Alors, on pourrait donner un synonyme entre âme et conscience ou pas ? Non, parce que l'âme, c'est vraiment cette connotation presque religieuse d'un truc qui part du corps. Disons, sans parler du religieux même. Oui, spirituel, qui part du corps quand le corps meurt, alors que l'esprit... Qui subsiste, en fait. Oui, alors que la conscience, si on étudie la conscience, comme, je ne sais pas, Anil Seth, qui est un des leaders de la recherche sur la conscience, non, pour lui, la conscience, c'est une propriété émergente matérielle, c'est-à-dire quand le cerveau meurt, la conscience meurt avec. Et pour moi, c'est hyper intéressant de se demander comment est-ce que la conscience émerge. Mais si on veut faire une sorte de jeu lexical, de glissement, de juste remplacer l'âme par le cerveau en disant c'est le cerveau et d'en parler comme ça de manière désincarnée, autant rester sur l'âme. Mais si vous voulez vraiment vous dire ok, je suis quelqu'un de matérialiste, je ne pense pas qu'il y a des trucs spirituels, dans ce cas-là, il faut se confronter à la difficulté de cette tâche, qui nous rend, pour moi, fascinant en tout cas, qui n'est pas une sorte de difficulté de « ah oui, ça marche plus, donc revenons sur l'âme ». Non, au contraire, allons voir comment ça se fait que des atomes de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, de nitrogène, quelques autres éléments bien sûr, s'organisent d'une certaine manière, et il y a moi qui vous parle. Pour moi, c'est de la folie, genre, on touche à nos limites quand même quand on arrive là, parce que du coup, qu'est-ce que la conscience pour vous ? Ça, c'est tout... c'est touche clairement. C'est André Comte qui dit, je crois que c'est le sujet le plus complexe d'expliquer ce que c'est que la conscience. On touche qu'est-ce que la conscience, mais j'irai même pas jusque-là. C'est quoi l'émotion ? C'est quoi une pensée ? Alors, on va parler quand même des émotions. On va y revenir. Mais... Je sais pas, on n'a pas d'idée. Est-ce qu'on touche à une limite ? On est clairement à une sorte de limite
une impasse théorique et méthodologique. Mais l'histoire de l'acquisition de la connaissance des humains, ça a toujours été de face à des murs. Et après, ensemble, d'arriver à trouver une manière de continuer à avancer. Et il y a des gens qui sont en train de faire ça. Et ce que je voulais faire dans le livre, c'est de restituer leur travail. Souvent, les critiques sur le réductionnisme, en France en tout cas, les critiques du réductionnisme et parfois même des neurosciences, viennent souvent de ce qu'on appelle en France les sciences humaines. De sociologues, de philosophes, de théologues, de psychologues parfois. Et donc, on va quelque part, les gens qui ne sont pas convaincus par ces critiques vont les balayer un peu du revers de la main en disant « vous faites des sciences humaines, en gros, vous ne faites pas vraiment de la vraie science ». Et ce que je voulais montrer dans ce livre, c'est que... Ça s'appelle quand même sciences humaines. Ça s'appelle quand même sciences humaines. Et moi, j'ai les deux casquettes, je suis neuroscientifique et psychologue. Ce que je voulais faire dans ce livre, c'est de montrer en fait que non, au sein des neurosciences, donc des sciences considérées en France comme des sciences dures, je ne suis pas du tout fan du découpage des sciences dures, sciences molles, etc., la majorité écrasante des références que je mets dans le livre, c'est des neuroscientifiques, des physiciens, des anatomistes. Genre, quand je critique, je sais pas, l'IRM fonctionnel, comment on fait dire aux IRM fonctionnels des choses qu'ils ne disent pas, je me base sur Russell Poldrack, qui est un des pontes de la recherche en imagerie cérébrale dans le monde aujourd'hui. Quand on parle on peut pas séparer les émotions. Du coup, on a quand même envie de savoir ce que c'est que cette critique sur l'IRM. C'est que, en fait, l'IRM fonctionnel, on ouvre cette parenthèse et puis on continue. Ouais. Et ces critiques, quand je dis critique, les chercheurs, nous, on prend en compte ces limites. C'est juste quand ça passe au grand public. Donc, les IRM fonctionnels, c'est les images de cerveau que vous avez tous et toutes sans doute déjà vues avec des petits points rouges, jaunes, un peu autour du cerveau pour montrer où ça s'active quand quelqu'un fait quelque chose. En fait, par exemple, plein de gens pensent que ces couleurs, c'est l'intensité de l'activité neuronale. C'est pas du tout ça. C'est des cartes de probabilité. Combien est-ce qu'on pense que cette zone est impliquée. Nos machines aujourd'hui ont de très mauvaises résolutions. Donc, dans votre téléphone portable, vous avez des pixels. Dans l'IRM, on a des voxels. Un voxel, c'est des milliards de neurones. Donc, on est vraiment très loin d'une certaine spécificité. On a du mal dans les calculs probabilistiques, genre l'analyse des données des machines IRM peuvent être très différentes d'équipe de chercheurs à équipe de chercheurs, et il faut beaucoup de participants, donc on perd la dimension subjective. Et la plus grande critique des IRM pour moi, c'est que toutes les recherches en IRM qu'on fait aujourd'hui, c'est une limitation vraiment technique en l'occurrence, pas du tout conceptuelle ou théorique, doivent être allongées dans un laboratoire de recherche. Alors que, on a vu, on en a parlé, le cerveau est un organe dépendant du contexte. Donc on n'a aucune idée de ce qui se passe dans le cerveau d'une personne quand elle enregistre un podcast, quand elle est en train d'aller à un premier encart ou quand elle a le trac avant de passer faire un oral ou de faire une présentation au travail. D'ailleurs, on le voit bien dans les études sur la douleur, où effectivement, une personne, là vous donnez cet exemple, qui a reçu, c'était quoi, un clou dans la tête. Ouais. Comme il n'avait pas eu conscience qu'il avait reçu ce clou dans la tête, pour lui... Il s'est dit, j'ai mal à la dent, je m'en fous. Ouais, mais après, quand il a fait sa radio, il avait un clou qui était presque en train de toucher son cerveau. Et donc, si on veut faire de la recherche sur la douleur dans un laboratoire, on va dire à une personne, attention, on va te piquer, et ben évidemment, ça va modifier nos résultats. Et donc, pour fermer la parenthèse, quand on cite Russell Poldrack, c'est pas du tout un sociologue. Quand on parle de Luis Pessoa, c'est pas du tout genre un anthropologue. C'est des gens qui sont au cœur du métier, qui sont en train de créer cette science. C'est eux, genre, qui sont mais qui ont pas énormément d'écho en France en tout cas. Et je voulais montrer que non, genre ces méthodes, leurs limites, c'est des sujets qui nous travaillent, qui nous fascinent et qui nous excitent. Et j'avais envie de transmettre cette fascination. Pour revenir quand même sur la conscience, par rapport à votre perception ou votre intuition, vous, de la conscience. Pour moi, la conscience, alors il y a plusieurs modèles théoriques aujourd'hui sur la conscience qui se disputent. Et par exemple, on peut pas faire... Si quelqu'un nous écoute et se dit « Ok, j'aime beaucoup ce qu'il dit, ce mec, et je veux me lancer dans la recherche autour de la conscience », vous pouvez faire des études sur la conscience si vous n'êtes pas calé en philo, et en bio, et en neurosciences, et en statistique, et en informatique, et en cognition sociale, etc. Vous allez jamais vous en sortir. Et pour moi, la conscience, je sais pas encore d'avis fort voire dessus. Voire même en spiritualité pour certains. Oui, voire même en spiritualité pour certains, bien sûr. Bien sûr, par exemple... Si on essaye de faire un 360. Par exemple, si on prend les 3-4 modèles les plus dominants aujourd'hui, parce qu'on fait des modèles quand on fait des sciences, on essaye de proposer un modèle sur comment on pense que ça marche. Les 3-4 modèles principaux aujourd'hui, on peut citer par exemple ce qu'on appelle la Global Workspace Theory, la théorie d'aire du travail généralisée, pour qui la conscience
c'est une sorte d'espace, donc de propriété émergente dans le cerveau, qui permettent de maintenir des informations en tête pour pouvoir y penser. Si un individu peut faire ça, la personne est consciente. D'ailleurs, un modèle théorique qui a été en grande partie développé par un Français, Stanislas Dehaene, que beaucoup de gens connaissent pour l'apprentissage, mais à la base, il travaille beaucoup sur la conscience. Et dans ce cas-là, par exemple, le présupposé philosophique est ce qu'on appelle fonctionnaliste, c'est-à-dire pour ces personnes, n'importe quel truc qui a cet espace général peut être conscient, et donc les machines peuvent être conscientes. Mais un autre cas théorique qui est très très dominant, enfin qui n'est pas très dominant, mais en tout cas qui est assez connu, mais qui est par exemple détesté par les gens qui font de la Global Workspace Theory, s'appelle le IIT, le Information Integration Theory, et pour eux, et je pense que ça va revenir à ce que vous disiez sur la spiritualité, pour eux la conscience est une force fondamentale de l'univers, c'est une propriété de l'univers, de la même manière que c'est la gravité, etc., et que c'est la conscience qui précède la matière. Donc c'est la conscience qui fait émerger la matière, pas la matière qui fait émerger la conscience. Et la majorité de ces gens qui croient en la IIT sont quasiment panthéistes, ou en tout cas ils sont ce qu'on appelle des idéalistes. Idéalistes pas au sens commun du mot, idéalistes au sens philosophique du mot. C'est des gens qui pensent que les idées créent le monde. On pourrait dire, ils sont pas du tout scientifiques ces gens. Mais vous allez voir Philip Goff, il est hyper scientifique, il est dans une université en Angleterre, etc. Et le mec, il est idéaliste, il dit non, en fait, la conscience, c'est pas une propriété émergente de la matière, ça précède la matière, et ils ont un calcul, ils ont une méthode statistique de contrôler le niveau de conscience de tout et n'importe quoi. Et ils disent, en fait, cette feuille sur laquelle j'écris a un niveau est consciente. C'est juste que son niveau de conscience est tellement bas qu'elle peut pas l'exprimer. Et donc, il faut avoir une certaine valeur de cette variable qu'il calcule pour savoir si quelque chose est conscient ou pas. Et donc, on voit très vite que... Ce serait comme une information, en fait, cette conscience. Ouais, vraiment comme qui rentrerait une force... dans un véhicule. Oui, une force fondamentale de l'univers, comme la gravité, comme la force électromagnétique, etc. Il y a la force idéaliste de la conscience. Et c'est des gens qui sont des scientifiques. On n'est pas en train de parler de, je sais pas, de gens sur une chaîne YouTube obscure sur le net qui sont en train d'éructer seuls. C'est des chercheurs. Et encore une fois, il y a des clashs très forts. Il y a eu les non-IIT ont écrit un papier qui est sorti genre il y a 1 an et demi et qui dit IIT is a pseudoscience, que votre théorie est une pseudoscience. J'imagine bien, oui. Oui, mais l'article faisait genre un paragraphe. Ils ont dit arrêtez avec votre délire. Et ils lui ont répondu, ils ont rétracté le truc. Ils ont dit ok, on est désolé, on n'aurait jamais dû dire ça. Et donc tout ça est complètement invisibilisé pour le grand public. À ceux qu'on dit, qu'on rétracté, c'est ceux qui avaient écrit le paragraphe de réponse, parce que les autres, ils ont quand même fait de la recherche dessus. Oui, c'est ça, c'était dans ce sens-là. Ouais. Oui, tous ces gens sont des gens qui sont considérés par la communauté comme des scientifiques. Personne ne les considère, c'est des charlatans. Ou des perchés, quoi. Ou des perchés, etc. Non, c'est des scientifiques purs et durs. Mais vu qu'on ne sait pas encore comment ça marche, on est encore dans une phase... Vous, ça vous intéresse de lire ces recherches ? Ah oui, je les lis beaucoup. Moi, vous en pensez quoi ? Je trouve ça hyper fascinant parce que pour moi, donc dans la science a plusieurs phases. Et cette phase s'appelle la phase d'idéation. C'est la phase où on est en train d'essayer d'imaginer comment est-ce qu'on va étudier quelque chose. Et pour moi, la phase d'idéation est incroyable. C'est une phase qui est hyper riche, qui est hyper foisonnante, qui part vraiment dans tous les sens. D'ouverture, etc. Et pour moi, c'est ça... genre l'aventure épique scientifique. Oui, et puis qui est très, très intégrative en réalité. De toute façon, on ne sait pas encore comment faire. Donc, on peut pas éliminer des intégrations avant de savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, c'est une sorte d'ouverture d'incertitude, le temps que le domaine se stabilise. Et le domaine se stabilisera. Moi, je pense que sur la conscience, il ne se stabilisera pas de mon vivant. Oui, c'est ce que vous dites à la fin du livre. J'ai accepté. Mais c'est tellement excitant. Pourquoi ? Parce que vous voyez la vitesse des recherches, c'est ça ? Non, je vois la complexité du sujet. Oui, mais à un moment donné, est-ce qu'il ne peut pas y avoir... Si, mais on sait que les découvertes, elles sont comme ça. À un moment donné, il y a quelque chose qui se passe, qui bascule. Pour le moment, on n'a pas de raison de croire que ce truc va se passer. S'il se passe, tant mieux, j'ai envie de dire. J'aurai la chance de le voir de mon vivant. Vous aimeriez, j'imagine. Mais tel que c'est parti... Je pense qu'il y a encore, la mémoire, on n'a quasiment pas de modèle théorique, les émotions, la raison, non, la conscience, non, le libre arbitre, on sait encore à peine comment l'étudier. Oui. Alors, les émotions, on peut en parler, justement, parce que tout et n'importe quoi se dit sur les émotions, de la gestion des émotions jusqu'à proviennent-elles d'abord du corps pour aller dans le cerveau, ou est-ce que dans quel sens ça va, qu'est-ce qui procède de l'autre, etc. Alors tout ça, c'est un gros fourre-tout. On aimerait bien un peu mieux comprendre, même si on y comprend
pas complètement tout, encore une fois, c'est comme la conscience. On comprend certaines choses et Ouais. d'autres pas, mais je pense que pour comprendre les émotions, il faut commencer par découper, et ça, c'est des chercheurs, là aussi, des neurobiologistes, qui Ouais. s'appellent Andolfs et Handler, qui ont proposé ça. Ils ont dit, écoutez, le mot émotion, en fait, il est hyper chargé, on va jamais s'en sortir si on le définit pas. Et donc, ils ont dit, la proposition qu'on fait, et que je reprends et que je trouve elle est super géniale, on va accepter que quand on dit émotion, on est en train de parler de 3 choses qui sont distinctes, qui peuvent être liées et qui peuvent être complètement indépendantes. Eux, ils le font en anglais, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Par exemple, en anglais, il y a le mot mind et spirit, qu'on n'a pas en français. On dit esprit pour les deux, ce qui est hyper compliqué. Même dans l'écriture du livre, plein de fois, je voulais dire mind et je ne pouvais pas. Parce qu'il faut que je dise esprit, mais esprit, ça peut être spirituel, etc. Alors que le mind, pas du tout. Donc, pour revenir aux émotions, ils disent... Mind, on pourrait dire mental, mais en France, c'est connoté aussi. Oui, mental, ça marche pas. Ça marche pas non plus. Ouais, on n'a juste pas de mind. Ils disent, en fait, quand on dit émotion, on parle de 3 choses distinctes. Il y a l'émotion qui est la signature biologique dans le cerveau. Et par exemple, dans ce cas-là, on peut l'étudier de manière physiologique, même chez les animaux. Je peux regarder qu'est-ce qui fait leur cerveau quand je les vois en train d'avoir une réaction de arousal, d'excitation, ou de fuite, etc. Donc ça, c'est les bases biologiques qu'on peut appeler émotion. Un deuxième sens du mot émotion, quand on en parle comme ça, c'est le ressenti phénoménologique qu'on a. Ce qu'eux, ils appellent en anglais feelings, que moi, dans le livre, j'ai essayé de traduire par affect. C'est nos émotions, c'est quand je dis j'ai peur, je suis content, je suis surpris. Mais quand je dis je suis content, je ne suis pas en train de penser aux corrélats biologiques qui sont dans mon cerveau. Pas plus que quand je dis je vois, je suis en train de penser à mon cortex occipital. Je dis je vois et c'est mon expérience phénoménologique de je vois ton visage. Donc on a l'expérience phénoménologique des émotions et puis on a le mot émotion de quand on en parle les uns avec les autres. Et là on revient à ce problème de subjectivité. C'est-à-dire si je dis est-ce que vous êtes triste et vous me dites oui, j'en sais rien de si quand vous êtes triste, c'est comme quand moi je serais triste. Peut-être que moi je réserve le mot triste pour quand je suis complètement dévasté, alors que vous dites je suis triste si vous vouliez manger, je sais pas, une glace et le magasin était fermé et ça vous a attristé. Ouais, et quand bien même on les remet sur des échelles, on a le problème de l'échelle. Oui, on a le problème de l'échelle. Et l'échelle, j'en parle, le problème de l'échelle dans la douleur. Et donc, une fois qu'on a découpé ces trois niveaux, comment on en parle, comment on le ressent et le substrat biologique, ben là, c'est déjà 3 modèles d'investigation qui sont très, très différentes. Comment on en parle? Il faut prendre, par exemple, en compte les différentes cultures. Différentes cultures ont des émotions parfois qui n'existent pas dans d'autres cultures. Donc, on peut confère l'ethnopsychiatrie. Ou la psychologie interculturelle, ou l'anthropologie, ou les études comparatives culturelles, etc., etc. Donc ça, on peut mettre de côté. Ce qui nous intéresse, je pense, aujourd'hui, nous, dans notre discussion, c'est les 2 mots, émotion et affect. Donc il y a l'émotion, la base biologique. Et ça, on peut l'étudier chez l'animal, on peut l'étudier chez l'homme, on peut ouvrir les crânes, on peut faire, etc., etc. Mais c'est pas une one-to-one à l'émotion phénoménologique, ce que je ressens, qui est effectivement, l'émotion, je la ressens souvent dans mon corps. J'ai mal au ventre si je suis stressé, je suis en sudation, j'ai mon cœur qui s'accélère, etc. Et encore, il y a des gens qui ne ressentent pas forcément leurs affects et leurs émotions. Encore, il y a des gens qui ne ressentent pas de la même manière. Donc, quelqu'un pourrait avoir une activation cérébrale d'un certain réseau qui est impliqué dans une certaine émotion, mais phénoménologiquement ne rien sentir de pareil à quelqu'un d'autre qui a la même activation cérébrale. Et donc, déjà, rien que ça crée une sorte de difficulté méthodologique de quelle émotion est-ce que je suis en train d'étudier et comment. Et à ça, on va venir rajouter une sorte d'opposition complètement artificielle, de dire, et en plus ce truc est en opposition avec le raisonnement. Mais si on reprend Pessoa, lui il montre que non, en fait, dans le cerveau, oui, il y a des circuits qui sont plus impliqués dans la base biologique des émotions, mais ces circuits, beaucoup plus souvent qu'on le croit, sont complètement intégrés dans le raisonnement. Vous étiez en train de dire, qu'est-ce qui vient avant? Est-ce que c'est le corps qui envoie au cerveau? Est-ce que c'est le corps? Et ça, c'est un principe très important à comprendre si on veut penser à notre fonctionnement. C'est qu'on est habitué dans le monde d'avoir ce qu'on appelle de la causalité linéaire. A cause B, B cause C, C cause D, etc. Dans le cerveau, en fait, on fonctionne sur ce qu'on appelle des boucles de rétrocontrôle. On a une causalité qui est en boucle de rétrocontrôle. Donc A cause B, B cause C, C influence sur B et C influence sur A. C'est des boucles. Donc par exemple, je commence à me dire... Comme dans l'univers probablement, non? Comme dans certaines fonctions, oui, il y a plein de sciences qui sont en boucle de rétrocontrôle et de rétrocausalité. Par exemple, je veux venir ici, je me dis « Ah merde, il y a beaucoup de gens qui écoutent, c'est une pensée. Mon cœur va commencer à s'accélérer.
je vais peut-être être stressé par l'idée, mais le fait que mon cœur s'accélère et que j'ai une boule au ventre, ça va influencer le contenu de mes pensées, qui vont flipper encore plus, et ça devient une sorte de cercle vicieux qui me fait flipper de plus en plus, de plus en plus. C'est pour ça que quand on fait de la thérapie, on peut soit faire de la thérapie en essayant de réguler les pensées, etc., soit on peut faire de la thérapie psychocorporelle, désenclencher le corps, soit on peut faire de la régulation émotionnelle, mais indépendamment de la porte d'entrée, ces choses sont beaucoup plus souvent imbriquées. C'est rare, en fait. On pense à la méthode Tipeee, tiens. Par exemple, je ne connais pas, mais... Sur la régulation émotionnelle, oui. Mais, je sens où est l'émotion dans mon corps. Oui, j'essaye de la faire diffuser, etc. Mais l'idée même de se dire en fait qu'on a une distinction, une sorte de frontière entre nos émotions et notre raisonnement, c'est complètement inopérant à tous les niveaux, aussi bien au niveau biologique qu'au niveau phénoménologique qu'au niveau interpersonnel. Parce que si on fait une sorte d'autre expérience de pensée, imaginez que, je ne sais pas, vous rentrez chez vous et vous découvrez que la personne avec qui vous êtes en couple est en train de vous tromper. Vous êtes pris par une émotion de colère, on va dire. Vos pensées ne viennent pas vous dire « non, calme-toi, calme-toi ». Non, vos pensées vont venir valider cette émotion. Vous allez vous dire « je le savais, j'aurais dû m'en douter, je me disais qu'à chaque fois qu'il cachait son téléphone, c'est parce qu'il avait quelque chose à cacher, je suis trop bête de ne pas avoir remarqué avant, etc. » En fait, c'est des sortes de dyades. Oui, comme des algorithmes, si on prend une analogie... Oui, une analogie... grossière, excusez-moi. C'est pas grave. C'est des dyades. On pourra y revenir, d'ailleurs. Ouais, on pourra revenir sur les analogies avec les IA et les algorithmes. Ouais. C'est comme si c'est une dyade émotion-raison qui va être après remplacée par une autre dyade émotion-raison. Mais là aussi, ce découpage émotionnel et rationnel, il est performatif, c'est-à-dire on est en train de penser que l'émotion est une mauvaise chose qu'on voudrait remplacer par la rationalité. Mais ce serait de la folie. On a besoin, j'ai besoin que les gens aient plus d'émotions de compassion pour qu'ils aient une rationalité qui est plus tournée vers l'autre, que des gens qui ont une émotion d'égoïsme et qui vont calculer. Et surtout, on a des patients qui ont certaines lésions, qui ne ressentent pas et qui ne savent pas très bien identifier les émotions. Et bien, ces personnes ne sont pas des super décideurs. Ils ne savent plus du tout quoi décider parce que mes émotions sont le retour. Oui. Si c'est souhaitable ou pas ce qui est en train de se passer. Dans les études de Damasio, d'ailleurs, on l'a bien vu, ça, que finalement, les gens qui sont à l'écoute de ces émotions ont beaucoup plus d'intuition et finalement, peut-être, naviguent mieux, on va dire, dansent mieux avec la vie. Oui, bien sûr. Après, ça dépend de quelle émotion est en train de guider mon intuition et ma prise de décision. Oui. Et quelle cognition est en train de guider les émotions que je ressens. Mais en fait, de réaliser que c'est une équipe. Elles sont tout le temps ensemble. En fait, l'idée du livre, à la base... Comme des messagères ? Comme des formes de messages. Oui, comme des formes. Oui, c'est des signaux de retour. Oui, exactement, c'est des signaux de retour. En fait, le livre, à la base, avant qu'il ne devienne Romania, parce que, évidemment, un livre change beaucoup, l'idée initiale que j'avais pitchée à Guillaume Allary, mon éditeur, c'était de prendre des phrases que j'entends souvent les gens dire sur leur fonctionnement ou le fonctionnement des autres et d'expliquer pourquoi c'est faux et pourquoi ça a des conséquences néfastes. Et donc, c'était des phrases comme « les gens n'aiment pas changer »,« ta douleur est psychosomatique », ça. Toutes les phrases, on les retrouve, c'est juste que le livre n'est plus découpé comme ça. Et une des phrases, c'était soit moins émotionnel, soit plus rationnel. Et c'est vraiment un non-sens total. La phrase devrait être change ta dyade émotion-raison et remplace-la par une autre dyade émotion-raison. On a besoin de nos émotions tout autant qu'on a besoin de notre rationalité. L'important, c'est quelle émotion est idée, dans quel contexte, versus quelle émotion est idée, dans quel autre contexte. Quelqu'un qui est coupé de ses émotions serait une personne qui est terrible, horrible, et quelqu'un qui est coupé de sa rationalité serait une personne qui est terrible et horrible. D'ailleurs, on le voit, les gens qui ne sentent rien, ils ne vivent pas forcément très vieux. Je ne sais pas s'ils vivent vieux ou pas, mais en tout cas, ils vivent rien parce que j'ai vu des patients, quand j'étais à la Pitié, qui ont des formes d'anédonie, qui ont des formes d'affect complètement réduites. En fait, ils ne prennent pas de décision vu qu'ils s'en foutent de ce qui se passe avec eux. Parce qu'ils ne sont pas ce retour du réel qui est notre émotion, qui nous dit ça c'est cool, ça c'est désagréable, ça c'est sympathique, ça c'est pas sympathique. On ne peut pas juste se dire on va réfléchir. Un scientifique ne ferait aucune recherche s'il n'avait pas une émotion de fascination pour un sujet. Après, évidemment, la rationalité est aussi très très importante. Le but n'est pas d'inverser et de se dire ok, soyons tous émotionnels. Non, c'est de dire en fait c'est une équipe, on ne peut pas les séparer. Il y a nos cognitions, et dans nos cognitions, on devrait avoir aussi bien nos pensées que nos émotions. Et c'est pour ça d'ailleurs que la comparaison avec la machine arrive à une impasse. Oui, puisque, clairement. Voilà, cet entre-là n'existe pas.
En tout cas, pas pour le moment. Pour le moment, tout est vraiment très découpé. Et même si certaines machines, notamment les intelligences artificielles aujourd'hui, semblent montrer des fonctions similaires aux nôtres, et peut-être qu'elles sont similaires aux nôtres, leur implémentation, elle n'a absolument rien à voir. C'est comme si je prends une montre mécanique et une montre digitale. Les deux donnent le temps et je me dis qu'elles fonctionnent pareil. Ah oui, j'ai beaucoup aimé cette métaphore-là. Elles ne fonctionnent pas du tout pareil. Et puis le cerveau, parce que c'est l'organe le plus mystérieux et complexe qu'on connaisse, a toujours été la source de l'analogie avec la technologie la plus avancée de chaque époque. Donc on a eu le cerveau qui fonctionne comme les automatons au XVIIe siècle, puis on a eu le cerveau qui fonctionne comme une machine à vapeur ou d'autres machines de manière pneumatique ou de manière électrique au XIXe siècle, puis au XXe siècle on a eu le cerveau fonctionne comme un ordinateur, la carte graphique, la carte mère, la carte son, etc. Et aujourd'hui on a le cerveau qui fonctionne comme une IA, un traitement de données avec des algorithmes et du big data, etc. etc. On n'aurait pas dû parler d'intelligence en fait artificielle. En fait, on a parlé d'intelligence artificielle. Ça, c'est peut-être aussi quelque chose qui n'est pas très connu par le grand public. C'est que l'intelligence artificielle a été développée à la base par des neuroscientifiques parce que le but, c'était de créer un cerveau dans une machine pour mieux comprendre le cerveau. Pas pour créer des humains artificiels, mais juste pour avoir un milieu contrôlé. On peut mieux contrôler le cerveau. C'est pour ça qu'on parle de neurones dans les réseaux neuronaux. Alors qu'il n'y a pas de neurones dans une IA. Mais on parle de réseaux neuronaux, qu'on parle d'intelligence artificielle, qu'on parle de mémoire, qu'on parle de virus. Genre, les virus, c'est pour le vivant. Oui, on dit mon ordinateur a un virus. Et maintenant, on voit le contraire se passer. On a maintenant du lexique des machines qu'on est en train d'utiliser sur nous. On dit mon cerveau est en surchauffe, je n'ai plus de bande passante, Moi, je dis tout bug. le temps ça, j'ai pas de bande passante. Voilà, je bug, le etc. bug du cerveau humain. Tiens, d'ailleurs, Voilà, vous tendez la perche. oui. J'aimerais bien qu'on en parle de ce fameux striatum. Oui. Pour vous, c'est quand même une vision aussi réductrice ou réductionniste, en fait. On pense à Sébastien Boller, que j'ai reçu aussi dans cette émission. Alors, il y a des choses qui sont vraies, mais pour vous, on est encore une fois dans ce découpage, finalement. On est dans ce découpage cerveau. qui, là aussi, est performatif, dans le sens où on est en train de surresponsabiliser l'individu et son cerveau. Peut-être nous rappeler ce qu'il a dit quand même sur le striatum. Donc il a dit dans Le bug humain, parce qu'il faut savoir aussi que j'ai aucun problème avec Sébastien Boller, ça c'est important de le dire, j'estime beaucoup ce qu'il fait et je suis sûr qu'il comprend très bien ce serait intéressant un jour de vous recevoir d'ailleurs tous les deux. Avec plaisir. Oui. Mais aussi, en attendant, Sébastien Boller, il a sorti son dernier livre, je ne sais pas si vous avez vu, qui s'appelle Striatum. Comment notre cerveau sauve la planète. Donc je pense que même lui, il s'est dit, je me suis mal exprimé, soit il s'est dit, on m'a mal compris. Je pensais pas à celui-là, je pensais à son... Psycho... Ouais. Non, il a sorti un troisième, qui vient de sortir là il y a quelques mois, qui s'appelle Striatum. Comment le cerveau sauve la planète. Parce que je pense, soit il s'est mal exprimé, et donc, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont critiqué le bug humain, c'est pas moi, soit il s'est dit, on m'a mal compris, mais donc il essaye de remettre les pendules à l'heure. Donc même Sébastien Boller est en train de nuancer son hypothèse dans le bug humain. Mais en attendant, ça a été repris par plein de gens, de dire, en fait, on est câblé pour détruire la planète. Et donc, dans le bug humain, donc, je ne parle pas de Sébastien Boller en tant que personne, mais vraiment de son livre. Dans son livre, il explique qu'on a une structure dans notre cerveau qu'on appelle le striatum, qui raffole de gratification instantanée, contre lequel on ne peut quasiment pas lutter, et que donc on est voué, si on a l'opportunité, à assouvir nos désirs, à consommer le maximum qu'on peut, et donc inévitablement à détruire la planète. Et que ça se joue vraiment au niveau du cerveau. C'est pour ça qu'il parle beaucoup du sens. Hein. Exactement. Et c'est pour ça. Et ça, c'est complètement inopérant. Pour plein de raisons. La première, c'est que, ça fait un cadeau à tout le système mis en place qui contribue beaucoup plus à détruire la planète que le striatum. C'est-à-dire, tout ça, ça invisibilise les lobbies industriels qui ont menti sur le réchauffement climatique, Volkswagen qui ment sur les émissions de leurs voitures, les compagnies pétrolières qui ont faussé des rapports pendant des décennies. Ça n'avait rien à voir avec leur striatum, c'était vraiment pour raisons économiques. 2, ils ne nous expliquent pas comment il y a des personnes qui ont un striatum et qui ne consomment pas à outrance. Je sais pas. Et qui font le bien. Et qui font le bien. Et qui font le bien et qui vivent bien et qui sont heureux. À leur passion triste. Et qui sont heureux. Hein. Genre, moi, j'ai une connaissance que j'apprécie beaucoup, c'est Bon Pote. Je sais pas si vous connaissez absolument. Bon Pote. Oui. Il a un striatum. Il est assez content, je le connais. Il est très déprimé par la situation de la planète, mais à part ça, genre, c'est quelqu'un qui est assez sain, on va dire, dans sa tête. Comment est-ce qu'on l'explique ? Est-ce qu'il a cassé son striatum ? Et donc là aussi, on voit quand le réductionnisme devient réducteur, il devient inopérant et il devient dangereux quand il devient en train de nourrir des hypothèses qui vont
déplacer les responsabilités pour des sujets aussi sérieux que le réchauffement climatique. Surtout si c'est mal compris, en fait. Si c'est mal compris, si c'est sursimplifié. Ouais, un peu comme ce que vous dites dans Neuromania. Hein, si les gens ne lisent pas entièrement les bouquins de Sébastien Boller ou l'écoutent, peut-être, effectivement, ça peut être dévoyé. Oui, et ça, on le retrouve sur plein de choses. Donc, on le retrouve avec le striatum et un truc aussi complexe et aussi imbriqué, aussi sociétal et pas du tout individuel que le réchauffement climatique. On le retrouve avec la dopamine et l'addiction aux écrans, que les écrans, en fait, on est collé dessus parce que ça nous donne des sucres, alors que quand on fait des recherches, la majorité des personnes qui utilisent excessivement les écrans sont plus anxieux qu'autre chose. Ils sont pas du tout en train de se dire « Ouais, trop bien, je viens de voir une vidéo de quelqu'un qui vient de mourir dans un conflit, je ne sais pas où. » Le troisième, c'est la dépression et la sérotonine. On se retrouve avec des gens qui disent « Ah, je vais mal parce que j'ai un déséquilibre avec mon cerveau. » Alors ça, c'est très important sur la santé mentale, ce que vous dites. Hein. C'est oui. qu'on réduit, en fait, l'humain à sa pathologie d'un point de vue chimique. D'un point de vue chimique, et surtout que c'est encore aussi fallacieux. C'est-à-dire la sérotonine, on ne sait pas encore quel rôle elle joue, mais surtout, une personne qui est dans une relation abusive, par exemple, une femme qui se fait battre par son mari et qui déprime, c'est fort de café de lui dire, en fait, ton problème, c'est un déséquilibre de ta sérotonine, on va le rééquilibrer et ça va aller mieux. Là aussi, on prend des choses qui ont potentiellement un fond de vérité. Donc, encore une fois, pour moi, c'est important de séparer le bullshit, comme le cerveau gauche, cerveau droit, de choses qui sont tellement sursimplifiées. Une citation que j'aime beaucoup, c'est « Une sursimplification ne vaut pas mieux qu'un mensonge ». Quand on va sursimplifier des sujets sociétaux au striatum, à la dopamine, à la sérotonine, ça devient un peu comme un mensonge. Et ça a un impact ou à des réel. molécules chimiques qui vont régler votre problème miraculeusement. Oui, le déséquilibre chimique du cerveau, c'est un truc qui n'existe pas vraiment. On ne sait pas encore comment ça marche, mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas juste un problème de sérotonine, parce que si ça l'était, je sais pas, par exemple, imaginez une patiente ou un patient qui a une dépression, on lui prescrit un inhibiteur de la récapture de la sérotonine, je sais pas, on lui donne de l'escitalopram, ça le fait partir en vrille. On lui donne un autre médicament qui est aussi un inhibiteur de la récapture de la sérotonine, ça marche hyper bien. On n'a aucune idée pourquoi. Les deux médicaments sont de la même famille. Les deux sont en train d'inhiber la récapture de la sérotonine et donc soi-disant de rééquilibrer les dosages de sérotonine dans le cerveau. Pourquoi le premier n'a pas marché, il a complètement février, et le deuxième si, on n'en sait rien. Et pour moi, c'est important de réhabiliter l'incertitude. De dire on ne sait pas, et c'est cool. C'est fascinant et c'est intéressant. Et ne vous suffisez pas de récits simplistes qui ont un impact néfaste, soit sur vous-même, soit sur comment vous pensez les autres. Parce qu'à la fin du livre, par exemple, il y a aussi ce truc de les gens n'aiment pas changer. Oui. Si moi je suis manager et je pense que mes équipes n'aiment pas changer, je mets en place un chantier de changement, ils résistent, je vais me dire c'est normal, les gens n'aiment pas changer, il faut juste que je fasse un peu de forcing et ça passe. Alors vous le citez bien, il faut penser contre son cerveau. C'est Bachelard qui disait ça. Exactement, Gaston. Ouais. Ouais. Gaston. Et penser contre son cerveau, c'est souvent penser avec le cerveau des autres. Oui. Et donc, penser avec le cerveau des autres, et non pas pour le suivre et suivre la doxa, parce qu'on pourrait dire... Non, c'est pour collaborer. Voilà, mais dans un principe de coopération, oui, en fait. Hein. Exactement. Oui. La science, c'est faite de manière ouverte et collaborative, et c'est très important de le rappeler. Voilà, parce qu'on pourrait aussi se tromper de dire les autres ont raison et je suis bêtement en fait, ça dépend. L'inconscient collectif. Donc, ce que vous touchez du doigt, c'est deux formes de conformité. Une qui est un peu mauvaise, c'est quand on suit juste aveuglément qu'on appelle la conformité normative. Je vais suivre parce que j'ai envie de faire partie du groupe. Mais une autre qui est très importante, qu'on appelle la conformité informationnelle, c'est quand j'ai l'humilité de reconnaître que vous savez quelque chose mieux que moi et que donc je vais vous suivre. Parce que vous savez mieux que moi, parce que c'est pas possible que j'ai des opinions éclairées et informées sur tout. D'ailleurs, je vous avais remarqué, je vous ai suivi aujourd'hui. Hein. Merci. Sais que je ne sais rien. Si un jour j'ai des questions sur les podcasts ou vos expertises, je vous suivrai avec plaisir aussi. On n'a pas parlé des biais cognitifs, mais de toute façon, l'idée, c'est pas de passer en revue tout le bouquin, parce que de le découvrir. Et puis, il y avait votre précédent ouvrage aussi sur le sujet. Vous avez des podcasts, vous intervenez à la radio pour justement, vraiment vulgariser dans le bon sens du terme, faire de la pédagogie, parce que c'est important de transmettre pour que les jeunes, les moins jeunes, etc., comprennent ces notions-là et que ce soit aussi à la portée du grand public, ce que fait Étienne Klein, ce que font d'autres vulgarisateurs de notre temps. Qui est-ce que vous aimez bien d'ailleurs, qui vulgarise en fait la science ? Carl Sagan. Carl Sagan, oui. J'ai un fait pour Carl Sagan et mon rêve, c'est de pouvoir, parce que je vais choisir quelqu'un de mon domaine, c'est Oliver Sacks, qui je pense est le meilleur neuroscientifique de l'histoire au niveau de la vulgarisation et popularisation de l'information. Donc si un jour je pourrais
faire écrire, parler ou faire quoi que ce soit comme Oliver Sacks, j'aurais réussi un très très grand défi de ma vie. Ouais, on vous souhaite en tout cas tout ce succès. Merci infiniment Albert Moukabert d'être venu faire un tour dans beaucoup. Métamorphose pour tordre le cou à la fois à certaines idées reçues qui sont très largement, on l'a vu, diffusées sur le cerveau, mais aussi d'avoir ouvert ce débat sur la science, la connaissance et la culture. Je rappelle le titre de ce livre. Vraiment, lisez-le, c'est un bijou, Neuromania, le vrai du faux sur votre cerveau, qui vient tout juste de paraître aux éditions Alary. Merci. Merci beaucoup. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h.